Bonjour à tous et bienvenue dans cette review de Survivor Series et de NXT TakeOver War Games 2. Enfin, en anglais, oui, en anglais, in English. Alors, nous avons eu droit à quelques beaux matchs, des moins bons matchs. Des moins bons matchs, ouais. On va revenir sur chacun des matchs, petit à petit au fil de cette review qui va être très concise. Comme vous le voyez, nous sommes dans un environnement qui n'est pas favorable pour une vidéo YouTube. C'est un peu le War Games match. C'est ça. YouTube. On essaye de faire un truc un peu en backstage de tous ces décors, canapés et tout ça. Réaction à chaud. Voilà, c'est réaction à chaud, on fait ça vraiment vite fait. Donc vous attendez pas à une vidéo oufissime où on va revenir vraiment en détail sur chaque match, ça va être vraiment des avis concis. Vous aurez tous nos classements et tout ça en description avec nos notes et tout ça sur chacun des matchs. Et voilà, on va commencer par NXT TakeOver War Games. Et ben écoute, commençons tout de suite par un ordre chronologique et en l'occurrence c'était Matt Riddle contre Cassius Ohno, un match inattendu. Inattendu, qui n'était pas prévu, qui normalement devait être tourné pendant ce TakeOver War Games pour être diffusé ce mercredi à la place de NXT normal parce que comme vous le savez, chaque NXT après des takeovers possède un match qui a été tourné pendant le kick-off du pay-per-view. Et donc là, en fait, le match on l'a eu directement avec un match qui était là pour chauffer le public. Ouais, bah écoute, justement, c'est ce que j'allais dire, c'était pas plus mal. Il y a eu de l'ambiance après. C'est ça. Surtout que il y a une grande pop, Matt Riddle. Il commence vraiment à devenir une des grandes superstars de NXT alors qu'il fait juste ses débuts. Donc il est déjà over. Il est déjà très over par rapport à son parcours dans le circuit indépendant. Et voilà. Après l'utilisation de Cassius Ohno, pour une fois, ils en ont fait ce qu'ils en ont voulu justement. C'était pas la meilleure utilisation possible pour ce catcheur, mais bon. Il n'est pas décrédibilisé, je trouve, parce qu'avec tout son parcours qu'il y a eu à NXT, même dans les parcours indépendants avant, il y a quand même un certain nom. Et après, pareil, Matt Riddle dans le circuit indépendant avait l'habitude de faire des squats comme ça avec son coup de genou à des grands adversaires, donc du coup il n'est pas décrédibilisé pour un autre. Et je pense qu'il prendra une place encore importante dans les prochaines NXT, justement avec peut-être une rivalité entre les deux qui va s'atténuer. Et ben écoute, très bien, très bien. Donc voilà, un bon segment pour commencer ce takeover. Qui va se poursuivre avec le plus mauvais match du pay-per-view. Les plus mauvais, c'est entre guillemets parce que c'était quand même un match très sympathique. Le moins bon. C'est ça, le moins bon entre Shayna Baszler et Kairi Sane. Parce que le match a duré un quart d'heure, non? Ouais, un petit quart d'heure. Ouais. Et ça m'a dérangé parce qu'il y a déjà eu, il y a eu 3 tombées en l'occurrence, ou 3 soumissions. Enfin, il y a eu une soumission et 2 tombées, si je me souviens bien. C'est ça. Exactement. Et donc ça m'a un peu dérangé un quart d'heure faire une performance aussi rapide que ça pour 2 catcheuses pro qui ont un certain talent qui domine et qu'ils avaient fait déjà des matchs beaucoup plus longs pour se disputer un tombé avant. Voilà, et donc 3 tombées, 3 soumissions en si peu de temps. C'est un peu revenir au match Ziggler-Rollins qui avait fait au moins une dizaine de tombées en une demi-heure. C'est ça, le Iron Man match qui avait à Extreme Rules il me semble, ou à SummerSlam. Extreme Rules, hein. C'est ça. C'était une stipulation assez extrême en l'occurrence. C'est ça. Mais ça m'a dérangé. Sinon, niveau catchesque, il y a eu l'intervention des 2 autres Force Women. Il y avait Jasmine Duke qui est je sais plus quoi, mais Force Woman. Je suis amoureux de Jasmine Duke, bref. Donc niveau catchesque, il y a eu ça. Après, il y a eu un moonsault de je ne sais plus qui. Yoshirai, un magnifique moonsault. C'était peut-être l'action du match avec le DDT. Non, il y avait un DDT sur l'apron, donc sur le côté du ring. Qui était vraiment pas mal, vraiment bien contré en plus. C'est le holy shit moment du match. C'est ça. Donc un match qui, en opener, fait vraiment le taf, mais qui, dans le reste du pay-per-view, fait un peu le tâche, on va dire. Parce que après, on a eu un match excellent entre Johnny Wrestling et Aleister Black. Qui est arrivé et qui avait une entrée phénoménale. Mais c'est avec une putain de veste. On va être très concis sur ce match. Ça a été à 100 à l'heure, il n'y avait aucun problème de rythme. Ça s'est jamais arrêté. Surtout que c'était vraiment un match techniquement parfait et même au niveau de l'histoire qui était parfait parce qu'il y avait vraiment des interactions entre les deux qui étaient jouissives pour arriver à un résultat sur un finish qui est parfait pour ce match parce qu'on s'attend à plus de Gargano dans les prochains jours qui vont venir, notamment à ce qu'il va refaire il va rester dans cette mimique de heel ou est-ce qu'il va refaire un face turn après s'être réveillé par rapport à ces 2 Black Mass ou est-ce que il va partir vers Tommaso Ciampa plus en tant qu'allié. On ne sait pas ce qui va se passer avec Johnny Gargano et pour Aleister Black il y a eu une pop, il y a eu un push parfait avec ce match pour son retour.
Donc voilà, un match qui était vraiment excellent. Je pense que tu as tout dit. Hein. T'as tout dit. Je te laisserai tout dire pour le prochain match qui est Tommaso Ciampa contre Velveteen Dream. Alors c'est peut-être le meilleur match de Velveteen Dream à NXT. Pas celui de Tommaso Ciampa parce que je pense quand même au Chicago Street Fight. Oui, évidemment. Contre Johnny Gargano. Velveteen a 2 matchs à son actif qui sont vraiment références. C'est celui contre Ricochet et celui-là, je pense. Je pense celui de Ricochet quand même plus référence. Ouais. Mais il y a vraiment eu des bons spots. J'ai cru à la victoire de Velveteen. Jusqu'à la dernière seconde, comment on dit, ce Fireman's Curry à l'extérieur du ring. Ouais, ce DDT sur la partie en acier qui séparait les deux rings. Et après il l'a remonté, il a fait une descente du coude à la Randy Macho Man Savage. Il a fait des références à toutes les légendes de la WWE. C'est magnifique, même l'entrée est phénoménale. L'entrée est phénoménale. J'ai failli pleurer de joie, tellement elle était magnifique. Et le Dream Order, the Dream Order, the New Dream Order. Oui, NWO. Voilà, c'était la référence à la NWO. C'est ça. De Hulk Hogan, bien sûr, celui qui l'aime tant, qui l'admire. Et c'est réciproque, bien sûr. Hein. Si vous suivez un peu sur Twitter, en fait, la relation entre les deux. Ils s'adorent. Donc... écoute, ce match-là, c'est aussi une référence hein, dans ce pay-per-view. S'il y avait un match à regarder, c'était celui de Gargano et Black, et un autre, c'était celui-là, hein, Velveteen Dream contre Tommaso Ciampa. Alors pour moi, un des 2 matchs est 5 étoiles, vous verrez dans la description lequel est pour moi un 5 étoiles, mais, on a un 5 étoiles différent par rapport à moi et Jesse. J'aurais voulu mettre 5 étoiles à ce match, mais en fait on a fait une notation par rapport à des étoiles, il n'y avait pas une étoile et demie, donc c'est vrai. J'aurais mis 4,5. C'est vrai. Par contre, moi, je trouve qu'il y a un autre match qu'il faut voir absolument dans ce pay-per-view, c'est le War Games match. C'était donc le main event. Qui était donc le main event, qui a duré un bon 45 minutes, presque 1 heure. Je me souviens, 50 minutes. Ouais, c'est 55 minutes, donc presque 1 heure de match. J'ai regardé la nuit. Hein. Et pour moi, c'est une référence. Jesse a fait un tweet hyper intéressant sur Twitter, c'est qu'il y avait des spots vraiment similaires par rapport à l'année dernière. Mais pour moi, celui de l'année dernière était en dessous, était un peu une phase test pour ce retour de War Games. Celui-là a repris les mêmes spots que l'année dernière en rajoutant des nouveaux et donc devient temporairement meilleur. On va dire au niveau du build-up de la storyline, il y avait une haine entre les catcheurs, une haine installée bien sûr entre les catcheurs. Et ouais, la storyline qui se retrouve sur plusieurs mois, même années. Hein. Ouais, par rapport à Adam Cole et Ricochet par exemple. Même Pete Dunne hein, qui s'est fait agresser tout début de Undisputed Era. C'est vraiment un règlement de compte qui sur la durée. Et c'était vraiment, il y avait des moments mais qui c'était tellement jouissif. Le moment, il y avait un moment où le gros, je sais plus comment il s'appelle, Hanson commence à te faire un truc à la Ricochet sur le ring. Un springboard sur les cordes et tout ça. Springboard elbow. C'était excellent. Le moment où à la fin ils se retrouvent tous face à face et qu'ils se disent on va se péter la gueule. On aurait dit un film Marvel. C'est ça, c'est exactement ça. C'était Avengers Infinity War, sauf que là c'est pas Thanos qui a gagné, c'est les gentils. Et pour moi c'est une victoire qui est justifiée dans le sens où pourquoi pas. Est-ce qu'on aura une revanche l'année prochaine Non, je pense que certains catcheurs sont partis dans le roster principal. C'est vrai que je pense que Undisputed Era a moyen de partir cette année. Déjà, je pense qu'ils sont présents au Royal Rumble match. Ouais. Pour moi, ce sera ça. Mais sinon, peut-être que ça décrédibilise un peu l'équipe de l'Undisputed Era. Vu le match qu'ils ont fait, ça décrédibilise. Au niveau du résultat, simplement. Au niveau du résultat, non. Adam Cole, une nouvelle défaite symbolique. Après ça perd. Mais justement, est-ce que ça amènera pas un heel turn dans la part de un face turn? Un face turn dans la part de Undisputed Era d'un des membres qui en aura le cul de perdre et peut-être Adam Cole qui va commencer à. C'est un peu la tête du groupe, donc c'est construit comme ça, c'est la tête du groupe. Justement, pourquoi pas diviser Undisputed Era pour l'arrivée au main roster? Écoute, je pense plus à Roderick Strong. Non, moi je pense plus aussi à Bobby Fish, vu sa réaction qu'il y avait pendant qu'il était dans la cage. C'est un vrai heel quand même. Mais justement dans le match avec Pete Dunne et Hanson et son partenaire, ils n'ont pas assez joué sur le fait que Pete Dunne avait été laissé sur le côté sur tout le match.
Les autres voulaient entrer avant, ils l'ont empêché d'entrer. Ils sont rentrés avant parce que Pete Dunne est blessé et ils ont voulu le préserver plus qu'autre chose. Donc, il me manquait une donnée alors. Mais bon, ils n'ont pas assez joué. T'as pas vu, il y avait un strap à la jambe par rapport à ce qui s'était passé à NXT, le petit. Mais je veux dire, ils auraient pu construire quelque chose de plus par rapport à ça. Ah, peut-être qu'ils auraient pu jouer sur la carte du. T'es passé avant, mais avec juste une phrase, ça peut tout expliquer et donc du coup Pete Dunne y aurait vite pardonné. Ça aurait peut-être pas été aussi important, mais je pense qu'il commence à avoir des problèmes dans l'équipe de Dera et qu'il va commencer à en avoir d'ici les prochaines semaines, ce qui est plutôt intéressant pour NXT. Eh ben écoute, très bien. Voilà, donc un pay-per-view, un takeover qui est important, mais pas aussi important que les autres, pas aussi important que celui qui s'est passé à Brooklyn en août, lors de SummerSlam, qui était pour moi meilleur. Mais un takeover qui s'est regardé, qui était divertissant et qui était assez jouissif sur toutes les formes. Donc, si vous l'avez pas vu, on va dire un 8 sur 10 pour moi. C'est ça, pour moi ça va être 8, 8,5, alors que les autres takeovers sont plutôt à 9, 10. Donc c'est un takeover qui est tout aussi important que les autres, mais qui reste assez mineur par rapport à tout ce qu'on a eu au takeover récemment. Pour un peu améliorer, dernier mot sur ce pay-per-view, faudrait que lors des matchs simples ou des autres matchs qui ne sont pas dans la War Games cage, faudrait qu'ils utilisent un peu les deux rings pour agrémenter un peu le tout. C'est ça, ouais, utiliser vraiment les deux rings. Parce que par contre, ce qui était bien, c'est qu'ils changeaient de ring à chaque match. Donc ça donnait un angle différent dans les caméras et tout ça, donc ça rendait beaucoup plus cool. Mais je veux dire ouais, les utiliser pendant les matchs. Voilà, les utiliser niveau catch. C'est ça. Donc voilà, passons maintenant au pay-per-view du main roster. Qui était donc Survivor Series 2018. Donc Survivor Series 2018, est-ce qu'on a quelque chose à dire par rapport aux shows? C'était quand même très moyen, mais pas aussi nul que Backlash et Extreme Rules. Mais ça reste un des pay-per-view mineurs qu'il y a eu dans l'année. Ah non, mais Survivor Series c'est quand même un du Big Four, un pay-per-view du Big Four. Et bah justement, ça s'est pas ressenti, j'ai l'impression. Et bah pour moi, plutôt par rapport aux confrontations auxquelles on a eu droit, c'était quand même assez jouissif. SmackDown contre Raw, même si le résultat final n'est pas celui qu'on espérait. Ouais. Mais ça donne une saveur particulière. Survivor Series, un pay-per-view du Big Four. La moyenne du pay-per-view, je dirais autour de 7. Pour moi, autour de 7, même s'il y a eu quelques Pour moi, déceptions. c'est quand même à 5,5, 6. Hein. Non. Je parle de mon avis personnel, mais c'est pas non plus un pay-per-view qui va rester dans ma tête très longtemps. Ça va être plutôt oubliable, pas comme le SummerSlam qu'on a eu par exemple il y a quelques mois, qui était vraiment hyper intéressant et hyper bien construit. Ici on a eu une construction qui a pris que 2 semaines et encore on a eu beaucoup de changements à la dernière minute ce qui ont fait que beaucoup de catcheurs entre eux n'ont pas pu s'entraîner entre eux et ce qui a amené à beaucoup de botch d'ailleurs, que ce soit pour les meilleurs matchs comme les pires. Et on a eu beaucoup de moments d'erreurs de booking aussi de mon côté. Enfin, c'était quand même assez flou comme résultat final, avec des matchs qui étaient quand même très divertissants en somme. Mais le truc c'est qu'on a eu un énorme problème de storyline, donc du coup j'étais pas totalement investi sur ce pay-per-view. Ben écoute, très bien. Commençons par le premier match. Ouais, premier match, celui du kick-off. C'était un 10 contre 10 par équipe. Raw versus SmackDown, et bien sûr résultat final, l'équipe de SmackDown a remporté le match grâce à un des frères Uso grâce à l'équipe Uso. Un enchaînement de super kick plus un splash sur l'équipe de The Revival. Et ben écoute, c'est logique. Ouais, c'est totalement logique par rapport à ce qu'on avait dit dans la vidéo pronostic. L'équipe de SmackDown est supérieure à celle de Raw. Même si j'aurais voulu plus de survivants du côté de SmackDown, pas une égalité parfaite à la fin du match. C'est vrai que on mettait beaucoup de cartes sur New Day et Sanity, qui Sanity a fait un pire match que les Colons, ce qui est totalement nul. Et le New Day qui a eu une part importante mais qui n'est même pas resté à la fin et qui s'est fait éliminer un peu de manière trop simple par The Revival. Mais en somme, le match était vraiment sympathique, très divertissant, avec beaucoup de botch quand même. Il y en avait presque les premiers 10-15 minutes du match, il n'y avait que des botches. À la fin, ça commence à s'atténuer un peu parce qu'on est arrivé sur les grandes équipes. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait pas d'équipe qui s'était éliminée comme ça. Tout le monde a eu sa part au match, sauf justement pour moi Sanity qui n'a même pas porté de coup, j'ai l'impression. Il a porté genre 2 coups. Hein. Il y a eu un crossbody
de Killian Dane et de pêche de Eric Young. Ça rime quand même avec l'utilisation que la WWE en fait. Ouais, c'est ça. En weekly et en général. Mais voilà, c'était un match très sympathique. On s'attendait pas à mieux, mais on s'attendait vraiment à pire. Donc une bonne surprise pour le kick-off qui durait 2 heures et qui était vraiment chiant. Et quand ça arrivait, vraiment j'ai gagné de l'intérêt à regarder le kick-off. Le match féminin 5 contre 5, Raw contre SmackDown. Alors on avait une équipe de heel d'un côté, celle de Raw, et SmackDown de l'autre, avec quelques faces quand même, et un peu, comment il s'appelle, Sonya Deville, qui est normalement une heel, qui a eu un comportement... qui a eu un comportement de face, mais ce qui résume très bien avec la psychologie de SmackDown pendant ce Survivor Series, on est dans le même roster, donc du coup on tient ensemble. Et la partenaire surprise qui était en l'occurrence Mandy Rose, donc aucune surprise. Même si c'était gardé secret. C'était plutôt prévisible. Je pense qu'ils avaient pour projet d'attendre que Becky Lynch revienne de l'hôpital ou j'en sais rien. Ou qu'ils avaient pour projet de peut-être signer quelqu'un d'autre qui a finalement dit non à la dernière minute. Pour moi ça doit être un truc comme ça. Pareil, pendant le kick-off, on a eu un extrait de Alexa Bliss qui était dans les vestiaires et qui a viré Natalia et Ruby Riott pour ajouter Bayley et Sasha Banks. Donc du coup ils auraient fait ça en plein de semaines, ça aurait remué mon intérêt pour le match. Faire ça juste au début, j'ai juste dit ouais en vrai il doit se passer quelque chose dans les coulisses qui a fait qu'ils ne seront pas dans le match. Finalement ça n'a rien rajouté de plus au match, le match était vraiment chiant. J'ai mis combien moi? 2 étoiles à ce match? 2 étoiles, moi j'aurais mis 2, vraiment j'aurais mis un 2 sur 5. Ça partait bien au début, Mandy Rose a fait une bonne prestation. Elle avait vraiment et il y a vraiment un côté prometteur sur cette fille, que ce soit au micro comme au niveau technique. Elle est vraiment très très bonne dans ce qu'elle fait. Il y a eu aussi Mickie James qui a eu des bons spots pour moi. Naomi qui s'est fait ridiculiser quand même. Asuka qui... J'ai eu un élan d'espoir mais finalement par un coup de Nia Jax j'ai fait en fait ça sert à rien d'espérer. Et Nia Jax justement, c'est un peu le point fort du match mais le point faible de ce pay-per-view. C'est à mettre en avant le nouveau surnom Facebreaker bien sûr, bien évidemment en référence à ce qui s'est passé à Raw avec Becky Lynch et donc celle qui a donné la victoire littéralement à Raw dans ce match. Elle a un push alors qu'elle a fait une grosse connerie. Ça arrive de faire des conneries mais normalement ça mérite une punition quand même derrière. Je ne comprends pas trop le comportement des bookers derrière ce show qui favorise le fait de faire des botches. Je ne comprends pas. Donc match qui aurait pu être sympathique vu comment ça démarrait mais qui au final est juste un 6-woman tag comme on voit à Raw sauf que là il y en a 5 de chaque côté. Donc pas intéressant à regarder. Le suivant qui suit dans la carte c'était Nakamura, le champion des États-Unis de SmackDown contre Seth Rollins, le champion intercontinental de Raw. Ce match un peu décevant pour ta part, peut-être moins pour moi. C'était quand même une bonne rencontre, une bonne confrontation entre les deux catcheurs. Tu as dit que c'était un weekly. Pour moi, c'est un dream match qu'on a depuis longtemps, depuis que Shinsuke est arrivé au main roster et depuis que Seth Rollins a pris une importance considérable au main roster, justement quand il y avait ses spots à champion intercontinental. C'était un match qu'on attendait beaucoup, c'était pour nous un dream match et on a eu une belle confrontation, mais ça se résumait plus à un match de weekly un peu plus évolué que un match de pay-per-view. Il n'y avait pas de grands spots hyper ouf, c'était vraiment Seth Rollins a fait du Seth Rollins, Nakamura a fait du Nakamura, quelques confrontations entre les deux qui étaient vraiment intéressantes, mais rien de plus. Nakamura, il avait l'air de s'en foutre totalement d'être là, son entrée était bâclée, ses mimiques étaient bâclées et même son importance à faire des choses dangereuses c'est totalement limité. Et, on a eu un enchaînement à un moment de coups de pied, coups de poing totalement basique pendant un bon 2 minutes. J'ai fait ouais c'est remplissage de temps parce qu'on voit très bien que d'un côté Rollins n'a pas envie de catcher contre justement son adversaire, il a plus envie de se concentrer sur Dylan Bros, ce qui est totalement normal dans la storyline, mais que d'un côté Nakamura ne met même pas du sien. Mais au moins ça redonne de la visibilité un peu au titre, même s'ils sont pas défendus ce soir. Ils sont pas défendus mais ça donne de la visibilité en faisant perdre Nakamura clean. Bah écoute, peut-être à cause du contrat de ce dernier qui finit en février 2019, janvier-février 2019, et au fait que Dean Ambrose n'est pas intervenu. Est-ce un point positif ou négatif? On peut pas dire, mais
On voit aussi que la WWE s'en fout de Nakamura parce que normalement une compagnie qui a envie de garder un catcheur fait tout pour le repousser avant la fin de son contrat pour que le mec re-signe. Là on voit qu'ils s'en foutent, donc à mon avis attendez-vous en février à voir Nakamura totalement parti de la WWE, et comme Royal Rumble sera juste avant, attendez-vous à voir Nakamura éliminé en 5 secondes pour encore plus le dégoûter et le laisser partir tranquillement. Ensuite, prochain match, je crois que c'était le match tag team, non? C'est le match AOP Sheamus qui AOP The Bar. AOP The Bar qui était pour moi le point négatif de tout ce week-end catch. Le pire match que j'ai pu regarder, totalement ridicule. En soi, la prestation sur ring n'était pas mauvaise. Je me souviens qu'il y avait des bons spots au début de match. Mais c'est la conclusion, le final qui est totalement ridicule. Faire ça à Drake Maverick qui n'est pas seulement manager, parce qu'il aurait été seulement manager totalement petit, qui est juste là pour surfer sur la vanne du je suis petit, je m'en fous. Mais le problème c'est que c'est aussi un general manager important à 205 qui a vraiment un charisme à respecter à 205 et qui là se fait totalement ridiculiser avec une petite pissouille dans le caleçon. Peut-être qu'au prochain Raw qui est cette nuit pour nous en France et ce soir aux States, peut-être que AOP va décider de se séparer de son general manager qui ferait peut-être avancer l'équipe plus encore qu'elle ne l'est déjà, et ils sont champions par équipe d'Euro quand même, mais c'est vrai que c'était un point négatif. J'ai mis 2 étoiles à ce match. Ça aurait peut-être mérité une seule. J'aurais mis une seule étoile, moi. 1,5 moi. Est-ce que si ce match avait été très bon techniquement, est-ce que ce point négatif de fin de match aurait quand même terni déjà que la autant que ça? Déjà que la présence de Drake Maverick dans l'équipe tag team AOP ternit un peu l'image de AOP, avec notamment la non-présence de Paul Ellering. Ça, on avait déjà discuté dans une ancienne vidéo. Mais déjà que ça ternit l'image, en rendre un truc ridicule qui permette à AOP de gagner, c'est encore pire. Donc autant retirer Drake Maverick de là et le laisser faire son job à 205 qui est très très bon. On est d'accord. Bah écoute, prochain match, je croit que c'était le match Cruiserweight. Ouais, c'était le match Cruiserweight. C'était donc Buddy Murphy contre Mustafa Ali, le premier champion, le second first contender. Du coup, on a eu un très bon match, même si pour ta part, tu en vois plus souvent à 205. Des bons spots, c'est quoi cette prise sur la table des commentateurs qui est arrivée directement au sol? C'était un bon spot, je ne sais plus le nom de cette prise malheureusement. Mais le problème c'est que ce spot là, Mustafa Ali et Buddy Murphy, à chaque fois qu'ils font un match à 205, ils le font. Et encore la dernière fois, ils l'ont fait carrément sur la table des commentateurs qui s'est brisé en deux. Mais il y a un plus grand public là, on va pas faire le smart complètement. C'est pas être smart, c'est juste je vois tout le monde s'affoler en disant que ce match a volé le show. Alors peut-être, par rapport aux autres matchs, peut-être que ça a volé le show. Mais ça donne une visibilité à 205 qui est vraiment intéressant pour le public français et le public international qui n'a pas de diffusion sur leur chaîne. Mais de là s'extasier à dire que c'est un excellent match de 205, peut-être pas, parce que 205 nous a habitués à beaucoup mieux en weekly, notamment ces dernières semaines, avec un Cedric Alexander Rio Rush qui était vraiment excellent, avec un Mustafa Ali Itami Falcon Anywhere qui était excellent et qui est un des matchs de l'année pour moi. Et justement un autre match qu'il y a eu dans l'année entre Mustafa Ali et Buddy Murphy qui était mais genre 5 rangs au-dessus de ce match niveau intensité, et qu'ils ont fait des choses beaucoup plus folles dans ce match. On voit très bien que Vince McMahon a envie d'encourager les gens d'aller voir 205, mais que d'un autre côté il a envie de garder le prestige pour ses shows à lui. Pour les big men. Pour les big men et ses grandes superstars. On va en parler après avec Ronda Rousey. Et ça fait quand même du bien de voir un match comme ça dans le pay-per-view, même si c'est pas le meilleur, comme tu dis, de la division Cruiserweight. Je parle juste de l'importance qu'on donne à ce match sur les réseaux par rapport de qualitatif. On voit très bien que c'est des gens qui ne regardent pas 205. Et d'ailleurs, si vous ne regardez pas, regardez 205 et NXT, c'est vraiment ce qui se fait le mieux à WWE. Écoute, j'ai tendance à prendre le verre à moitié plein. Ça me réjouit de voir que le peuple, les gens puissent maintenant s'intéresser à 205 grâce à ce match. Alors autant voir le bon côté des choses. C'est vrai. Du coup, prochain match, c'était le 5-on-5 main match Raw contre SmackDown. Écoute, je vais commencer. Tu commences? Ouais. Je t'en prie. Bah écoute, je pense que tu diras tout. Je pense que tu diras beaucoup de choses. Déjà, je trouve ça totalement ridicule que Shane McMahon se fait avoir chaque année par la même chose. C'est-à-dire que lui, il prend des noms au lieu de prendre des personnes qui physiquement peuvent donner l'avantage à leur équipe. Il y avait Samoa Joe
qui s'est fait éliminer en 2 secondes. 1 minute 30. Ouais, en 1 minute 30, il s'est fait éliminer par une Claymore. Mais il se fait toujours avoir par ça parce que de l'autre côté, tu as Braun Strowman et Braun Strowman, il a l'avantage. Tu prendrais un big man contre un big man, tu aurais beaucoup plus de tension. Là, tu vois le match, tu te dis bah, c'est Raw qui va gagner. Déjà, d'un côté, tu as Drew McIntyre qui commence à avoir un sacré push. Tu as Braun Strowman qui, lui, n'a plus rien à prouver et qui peut te dégommer une bataille royale à 20 personnes tag team. Enfin, au bout d'un moment, tu sais que tu n'as pas l'avantage. Et à chaque fois, on se retrouve avec le même final de Shane McMahon tout seul face justement à des big men. Du coup, ça donne un match qui, au début, était vraiment très très bien. Toute la période où SmackDown s'est mis tous ensemble contre Braun Strowman, il a commencé à dégommer tout le monde, c'était vraiment très très bien. Mais à partir du moment où tu as eu un éliminé, 2 éliminés en moins de 2 minutes. Alors 3 éliminés. 3 éliminés en moins de 2 minutes pour arriver sur un final assez classique, avec Shane McMahon qui est totalement crevé. Tu sais très bien c'est qui va gagner. Et t'as plus aucune importance et tu te dis ouais en fait tout ce qu'on a vu avant c'était un écran de fumée pour gagner du temps parce qu'en vrai ça aurait pu se terminer mais vraiment très rapidement. Ouais écoute, je pense que les 4 éliminations du côté de SmackDown se sont faites en moins de 5 minutes voire 10 minutes. Alors c'est vraiment un problème. SmackDown, il y avait beaucoup de noms quand même de ce côté. Mais ils sont ridiculisés par Lashley, Drew McIntyre, Braun Strowman, Ziggler. Et le dernier, Finn Balor qui a fait un bon spot, même si j'étais un peu déçu face à Finn Balor a eu un très bon moment, mais son final dans le match... c'est un peu classique, aucune réaction. C'est ça, aucune réaction, tu regardes, tu fais oh, bon bah encore un éliminé quoi. Et ouais, très décevant parce que ça aurait pu donner un match potentiel fort, mais finalement c'est le match qu'on voit depuis 3 ans. Ouais. Sauf que l'année dernière tu avais un segment Kurt Angle Triple H qui était là pour un peu ouais, tu avais déjà des plus grands noms mais tu avais aussi une rivalité Triple H Kurt Angle qui rajoutait un peu d'originalité au truc même si ça rendait exactement la même chose. Bah écoute très bien. Le match suivant, c'était celui qui devait opposer normalement Becky Lynch, la championne de SmackDown, à Ronda Rousey, la championne de Raw. La première s'est blessée, s'est faite blesser par Nia Jax par un botch. The Facebreaker justement. Et donc elle a été remplacée par Charlotte Flair qu'elle a elle-même choisi. Alors ce match, c'était un dream match. Ouais, comme Becky Lynch contre Ronda Rousey. On est une que Charlotte Ronda, ça fait plus longtemps qu'on l'attend. Et on s'attendait à l'avoir à WrestleMania, mais on aura autre chose à WrestleMania, ne vous inquiétez pas. Alors du coup, ce match niveau catch-chase, pour moi, il y a eu de l'intensité. Même sans violence, en rapport avec les objets, il y en avait dans ce match. Il y avait une pesanteur, il y avait quelque chose, quand même. Il y avait une tension. Et justement, ça finit en couille. C'est parti en couille. C'est parti en couille. Justement, il y a eu quelques botches. On va parler un peu de ça. Le fait que Becky Lynch n'était pas dans ce match et qu'il n'a pas intervenu est pas une mauvaise chose. Ça a permis une sorte de heel turn de Charlotte. Peut-être une idée pour se joindre à Becky Lynch justement. Oui, c'est une idée qui va se joindre à Becky Lynch. On attend fortement WrestleMania ou même SummerSlam parce que je m'attends à l'arrivée de Shayna Baszler et des autres Four Horsewomen et tu veux faire ça contre et je pense que ça pour WrestleMania ça va arriver. À WrestleMania on risque d'avoir un Becky Lynch Ronda Rousey qui va se terminer à une intervention de Sasha Banks Bayley et Charlotte Flair d'un côté et des Shayna Baszler et des autres personnes de la MMA de l'autre qui vont terminer sur un 4 contre 4 à SummerSlam. Mais écoute, pour moi c'est le meilleur truc qu'il faut faire. Ce qui est en train de se passer dans cette rivalité devient la rivalité la plus importante qu'il y a en ce moment à WWE pour moi, que ce soit NXT tout confondu. Je pense personnellement qu'on entre dans un âge d'or pour la division féminine. On entre vraiment dans ce côté-là, à vraiment la révolution féminine qu'on attendait depuis longtemps. Et on regrette un peu que ça ne soit pas fait avant et que des personnes comme Asuka et tout ça faiblissent à côté de cette rivalité. Mais ça va être une rivalité qui va rentrer dans l'histoire à mon avis, parce qu'en ce moment ils sont en train de booker que ça et le reste ils s'en foutent. Exactement. Et on va terminer sur le main event. Le main event bien sûr, Brock Lesnar, le champion universel, le champion dominant bien sûr selon Paul Heyman, face au tout nouveau champion. La bête contre le dragon, Daniel Bryan, qui a une mimique de heel absolument parfaite. Ouais, le lutin farceur moqueur, c'est
parfait avec son petit sourire en coin quand il commence à faire ses petits yes comme ça et qui arrête à son entrée, c'était vraiment jouissif. Ce petit air taquin pendant tout ce match était vraiment bienvenu. Et quand il commence à avoir l'avantage sur ce match, il est possédé. Mais il est tu vois ses yeux, son visage, son sourire, sa façon de voir les choses, sa façon de contrer Brock Lesnar. On avait l'impression qu'il était possédé par un esprit autre qui le rendait invulnérable. Alors du coup, le build-up du match était assez classique. Une domination de Lesnar suivie par retour de Daniel Bryan dans le match, puis bien sûr, bien évidemment, une victoire de Lesnar en fin de match. Mais évidemment, ça donne la fin du match, une victoire. Ouais. Mais ça a été tellement bien fait qu'on en oublie ce type de rencontre. Ils ont fait une construction slow build, en mode commencer lentement, on finit rapidement. C'est pour ça que le match ne fait qu'un quart d'heure. Il fait 17-18 minutes. Avec les entrées. C'est un des matchs, non, c'est 18 minutes. C'est un des matchs les plus longs de Brock Lesnar sans les entrées. Même le match contre AJ Styles était un peu plus court. Mais je me souviens pas, mais pour moi ça m'a donné cette sensation. Parce que le match était passé tellement rapidement, même moi je me suis demandé si ça avait pas duré 7 minutes, mais quand j'ai regardé après le compteur Wikipédia, ça a notifié 18-19 minutes. J'ai fait sans les entrées, hein. Les entrées sont... Mais c'était vraiment une... Au départ, ils ont joué sur la case du troll, en mode on va faire un squash de Brock Lesnar, mais à un moment j'ai tellement cru que Daniel Bryan allait gagner, que le fait que Brock Lesnar gagne de façon totalement légitime, hein, je ne contredis pas ça, bah ça m'a un peu déçu pour au final y repenser et dire en fait c'était un des meilleurs matchs de Brock Lesnar, c'était le match pour moi de la soirée. Ouais, ça m'a fait plaisir de voir un Daniel Bryan qui était au top de sa forme, limite vu comme un heel, vu comme un héros, et un Brock Lesnar qui pour une fois respectait son adversaire et qui a réussi à pondre un bon match en faisant des souplesses au départ et en faisant un match totalement legit pour le final. Je pense que c'était par rapport au respect que les catcheurs ont entre eux. Ça a donné du grand catch, un bon main event. C'est pour ça que, pour ma part, peut-être que la note a été un peu relevée avec cette rencontre. Et qui s'enchaînait après un Ronda Rousey Charlotte qui était vraiment très bien aussi. Hein. C'était un final assez mémorable, les deux derniers matchs qui étaient très bons. Ouais. Pour terminer aussi, on a tendance beaucoup à critiquer Brock Lesnar en tant que champion. Le fait qu'il ne soit pas là pendant les weekly, ça me dérange pas. Par contre, tu vois, genre, il ferait chaque pay-per-view un match de cette dimension-là avec des catcheurs différents. Brock Lesnar aurait un statut de champion totalement legit. Le problème, c'est que on l'a beaucoup vu que face à des Roman Reigns, face à des Braun Strowman, faire des longs matchs qui n'avaient aucun sens et qui enchaînaient des prises. Des longs matchs et des non-matchs. Oui, c'est ça. C'est vraiment des matchs où chacun faisait ses 5 prises totalement connues, sans vraiment d'intensité derrière, parce que soit on avait joué le nom des gagnants, soit on s'en foutait de c'est qui gagnait, parce qu'on s'en foutait des deux superstars. Alors que là, s'ils prennent la dimension du chaque mois, on fait un pay-per-view et chaque mois on donne un adversaire totalement différent à Brock Lesnar. On pourrait dire par exemple à TLC c'est Finn Balor, à Royal Rumble on donne Drew McIntyre. Enfin, on donne un adversaire totalement différent à chaque fois pour savoir qui c'est qui pourrait se vanter d'avoir battu Brock Lesnar. Là ce serait beaucoup mieux, et en donnant des matchs de cette authenticité là à chaque pay-per-view, ça augmenterait la crédibilité de Brock Lesnar en tant que champion, et en même temps ça lui donnerait un air beaucoup plus populaire. Donc j'espère qu'ils vont s'orienter vers ça, parce que vu les réactions qu'il y a sur Twitter et tout ça, ça a plutôt bien marché. Donc why not. Ce sera la réaction finale de cette review de NXT TakeOver War Games 2 et de Survivor Series 2018. Qui est un ensemble, un week-end catch qui était plutôt correct quand on mélange les deux. Un bon week-end. Bon week-end, oui, c'était un bon week-end. Ça faisait peut-être pas le coup de se réveiller à certains moments, mais il y a des matchs qui valent le coup d'être visionnés, donc n'hésitez pas à regarder notre classement derrière dans la description pour regarder quel match pour vous vaut mieux être visionné plutôt que d'autres, afin de vous éviter des 6 heures de pay-per-view. Il y a les highlights sur YouTube. Ouais, il y a les highlights sur YouTube également si vous avez envie de regarder ces pay-per-view en intégralité en cut. Mais voilà, si c'est des pay-per-view qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas. C'était les frères catcheurs. C'était Louane. C'était Jesse. Ciao tout le monde. Peace.